Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire sur Titane. Je suis Magali Moignet, je m'occupe de Titane depuis bientôt 2 ans et j'ai le plaisir ce soir de présenter ce webinaire au nom de la société VET, laquelle j'ai rejoint en fin d'année 2025. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Romain Depapé pour la seconde fois pour un webinaire sur l'utilisation du titane dans sa pratique. Donc, bienvenue, docteur Depapé. Je vais vous laisser vous présenter le temps que tout le monde puisse se connecter. Très bien, bonsoir à tous. Merci de cette nouvelle invitation. Ça me réjouit de reparler un peu de ma pratique au quotidien et l'utilisation de l'électromyographie de surface euh, en pratique quotidienne. Merci Magali de m'avoir invité et merci à la société de VOT d'avoir organisé l'événement. Qui, Mais pour moi, merci. ça peut-être le début de peut-être quelques visions. On va débuter un petit peu je sais qu'il y a des praticiens qui ont déjà le titane au cabinet, d'autres qui ne l'ont pas. On va être très succinct mais très pragmatique sur l'utilisation de l'EMG. Je peux en payer. Oui, alors je souhaite avant toute chose avant qu'on commence, de préciser aux participants qui peuvent poser des questions dans la rubrique QR en bas de l'écran. Si la rubrique QR ne fonctionne pas, donc vous pouvez, si quelqu'un peut tester, ça serait chouette. Et sinon, vous avez le chat, donc vous pouvez communiquer avec nous tout le long du webinaire. On prendra quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Ah ben voilà, QR, ça fonctionne. Parfait. Merci. Ben, je vous laisse la parole et encore merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Et c'est parti. Je suis orthodontiste spécialiste en activité libérale. J'ai monté l'orthodontie neuromusculaire il y a quelques années et j'ai un groupe pluridisciplinaire sur Strasbourg. Et ce groupe pluridisciplinaire m'a amené à faire évoluer ma pratique et comprendre en fait cette interaction neuromusculaire, articulaire dans la dynamique. J'ai été tout doucement amené à travailler sur l'AMG comme j'avais travaillé euh, dans mes études il y a plus de 10 ans. Alors, on va parler bien sûr d'équilibre neuromusculaire quand on va parler de MG et de diagnostic. On va baser un petit peu ce webinaire sur un côté diagnostic et on va faire un peu thérapeutique, mais je vais vous montrer un peu la finesse du système, la finesse de l'outil qui permet vraiment d'avoir un diagnostic ultra précis et de choisir à ce moment-là notre thérapeutique pour nos patients. Dès que je parle en fait d'équilibre neuromusculaire, ça veut dire que c'est un équilibre dynamique. C'est absolument pas dans la statique. On va comprendre un petit peu les malocclusions et donc les désordres temporomandibulaires ou les dysharmonies euh, musculo-squelettiques pour mon patient. C'est dans la proprioception. Et cette proprioception dentodentaire dans la croissance et en post-croissance est primordiale en fait pour donner un cadre de rééducation, un cadre de stabilité à une occlusion fonctionnelle. Donc, si on regarde un peu cette proprioception, on sait que elle est articulaire, dentodentaire, et donc tout ce système va jouer sur la posture générale physiologique de nos patients. Et si on doit regarder plus précisément, donc c'est pour ça qu'à travers ce groupe pluridisciplinaire qui s'appelle le CPROF, dont je vous parlais un peu tout à l'heure, j'ai créé cette orthodontie neuromusculaire, donc qui est en fait une science qui va analyser un petit peu tous les éléments de la dynamique de l'occlusion, qui sont les articulations, les dents, les muscles et la posture en général. Donc, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas du tout dans la statique qu'on va comprendre l'établissement d'une malocclusion et on va comprendre si nos traitements sont stables ou instables. C'est qu'en regardant la dynamique. Donc là, je vais me centrer sur la dynamique masticatoire parce que j'ai qu'une demi-heure, mais on pourra regarder la dynamique linguale, la dynamique posturale et la dynamique articulaire, bien entendu, si on vient sur d'autres visions. Donc, cette dynamique proprioceptive, donc sur une vue axiale, ces forces masticatoires développent des forces très importantes, hein, 10 newtons, c'est vraiment énorme. Et en fait, on va comprendre que ce concept de stabilisation hein, que Roussel développe dès les années 1985 et après qui a été repris par Planas,
cette proprioception dynamique va donner un cadre de rééducation, un cadre de fonction à nos patients, de telle sorte à ce que tout ce qui est l'harmonie musculaire, jugale, linguale et labiale, se mette en place pour stabiliser notre posture. Donc, je vous ai mis quelques bibliographies qui reprend là cette proprioception dentaire, mais vous pourrez reprendre aussi toute cette proprioception un peu corporelle qui vient influencer notre occlusion des. Et à partir de cet élément-là, donc j'ai travaillé avec la société Titan depuis maintenant depuis 5 ans pour coupler ma vision dynamique de l'occlusion par les principes de Planas avec en fait cette EMG, cette électromyographie de surface. Mais il fallait un outil qui soit vraiment facile à utiliser au quotidien en orthodontie. Vous savez très bien qu'on est très sollicité, on a des petits rendez-vous, donc on ne peut pas mettre en place quelque chose difficilement de manière très reproductible et quasiment à la plupart de nos patients si on n'a pas quelque chose de simple à mettre en œuvre par rapport à nos assistantes et puis de simple à mettre en œuvre pour nos patients qui sont plus homogènes. Donc, ces électrodes sont placées au niveau des temporaux et des masséters. Maintenant, on a des électrodes sur les sternocleidomastoïdiens que j'utilise aussi en nid gastrique. Mais là, ce ne sera pas le sujet de la visio de ce soir. Donc, l'avantage de cette EMG par Titan, c'est qu'on a deux enregistrements, un enregistrement statique et un enregistrement dynamique. Alors, il se fait par donc, deux phases. Alors, un gros avantage, c'est qu'après un étalonnage de 3 secondes, on va pouvoir réaliser un enregistrement occlusal de 3 secondes, et c'est très rapide. Et l'idée, c'est d'aller regarder donc, euh, l'équilibre. Donc, vous voyez qu'ici, on a un point rose et un point bleu. Le point bleu représente donc l'équilibre temporal des temporaux, l'équilibre des masséters au niveau du point rose. Et toute l'idée, c'est d'aller retrouver, si on veut un équilibre, ces deux petits points dans ces carrés. Donc, on va regarder différents éléments. On va regarder le barycentre. Ce barycentre, il va nous montrer, on va dire que c'est un barycentre soit antérieur, soit postérieur. Et donc, avec un appui plutôt antérieur, on va dire qu'une mastication plutôt en charnière et verticale, donc avec des appuis très verticalisés et par exemple des AFMP très ouverts. Et on peut avoir aussi un barycentre postérieur avec une bascule du plan d'occlusion plutôt vers l'arrière. Et donc ça va être notre premier élément qu'on va analyser. On peut regarder aussi si les deux points sont plutôt du côté droit ou du côté gauche. Ça, on est toujours dans la statique, pas dans la dynamique. Si par exemple, on a une classe 1 d'un côté et une classe 2 de l'autre, on verra qu'on a plus de points punctiformes, donc plus de force à la serrage, donc ça sera plus d'eau décalée du côté de la classe 1 et moins décalée du côté de la classe 2. On peut avoir des torsions, donc quand on a une vrille 3D de l'occlusion, on peut avoir ces points qui soient soit à droite, soit à gauche. Donc ça, c'est des éléments qu'on va regarder dans la statique. Et ça, c'est 3 secondes au niveau de l'étalonnage et 3 secondes au niveau de l'enregistrement. On va regarder aussi dans l'enregistrement dynamique, masticatoire. Donc, c'est 15 secondes d'enregistrement par côté avec un chewing-gum qu'on donne aux patients. Et là, on va avoir différents éléments qu'on va observer. On va regarder donc la symétrie entre la droite et la gauche, la symétrie de la mastication, la symétrie des schémas électromyographiques, aussi bien des temporaux que des masséters. On va regarder aussi l'impact, c'est-à-dire qu'on va regarder le potentiel de force de mastication de notre patient, si elle est symétrique ou si elle est asymétrique. Je vais vous donner quelques notions électromyographiques, vraiment très succinctes pour ces 30 minutes, pour comprendre un petit peu l'équilibre et en fait comprendre un peu ces schémas électromyographiques. 4-5 principes très basiques, mais ultra importants à comprendre. On va voir que dans les cas de désordre temporomandibulaire, on a une asymétrie accrue du temporal antérieur. Donc, en fait, cette symétrie accrue, on va le voir par ce schéma électromyographique asymétrique avec cette activité du temporal droit qui supplante l'activité du temporal gauche. Et donc, dans la littérature, on voit que ces patients qui ont des DTM ont cette asymétrie avec une accentuation du temporal d'un des temporaux. Et c'est ce qui va être relaté par le patient lors de l'analyse. Autre point important, on va regarder l'équilibre entre le côté masticant et le côté non masticant.
le côté masticant ou travaillant ici, il assure effectivement l'écrasement du bol alimentaire. Et en fait, pour que ça soit quelque chose, un schéma électromagnétique physiologique, il ne faut pas qu'il y ait de coactivation ou une coactivation la plus minime possible du côté non travaillant. Donc, sur ce schéma-là, on va avoir une accentuation du masséter et on va avoir une coactivation du côté non travaillant. Donc, si on a une mastication du côté gauche, cette activation du côté droit, du côté non travaillant, est pathologique parce qu'elle crée une non-proprioception, une perte de proprioception dentodentaire. Et cette perte de proprioception, et ben, à ce moment-là, on va avoir une interposition muqueuse ou musculaire qui va stabiliser en fait cette perte de proprioception. Et cette interposition musculaire va donc être pathologique et va générer des mouvements. Donc, comme je vous le disais, cette coactivation pathologique du côté non travaillant traduit un déséquilibre neuromusculaire et donc une perte de proprioception. Et cette perte de proprioception, il faut l'avoir du côté interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va à ce moment-là relâcher, on va travailler peut-être en kinésithérapie, donc kinésithérapie ou ostéopathie pour déprogrammer le patient. Donc c'est une déprogrammation musculaire on va nous travailler en orthopédie musculaire avec une déprogrammation musculaire. Donc, on peut travailler conjointement avec de la kinésithérapie maxillofaciale ou de l'ostéopathie. Et l'ostéopathie, on peut le coupler avec cette reprogrammation neuromotrice qui est un shunt au niveau des fibres, de certaines fibres émettrices pathologiques dans le mouvement. Et donc, c'est ce système alien. Donc, toute l'idée, c'est de comprendre en fait les dysfonctions dynamiques de nos patients et de le coupler avec des acteurs qui vont servir à déprogrammer une activité musculaire et occlusale de notre côté pathologique pour reprogrammer notre patient et lui redonner un cadre de fonction grâce à cette proprioception dentaire dynamique interarctique. Donc, et on le voit bien dans les études, plus on va normaliser l'activité massétérine temporale, plus on va avoir une stabilité et un traitement durable de la douleur et de la stabilité de l'ouverture abdominale. Donc, ce couplage détente, déprogrammation et ensuite reprogrammation occlusale va permettre une stabilité. L'importance du pluridisciplinaire. Ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est que cette diminution de la frappe mandibulaire, c'est donc une diminution de la proprioception dentodentaire antérieure ou latérale. Et si j'ai une perte de proprioception dentaire dans la fonction, eh ben, je vais voir cette coactivation en EMG du côté non travaillant. Et ça veut dire que si j'ai une perte de proprioception, il faut bien que ma mandibule se stabilise. Et si elle doit se stabiliser, c'est que j'ai une interposition muqueuse, comme je disais, lèvres, joues, langue, qui vient se mettre entre les arcades pour stabiliser la mandibule parce qu'il n'y a pas de contact entre les dents. Et donc, on a une aggravation du schéma dysfonctionnel. Cette aggravation du schéma dysfonctionnel, elle peut être soit vue dans le sens frontal. Vous voyez que lorsque je reproduis des sorties de cycle de mastication, donc ces angles AFMP sont plus petits du côté gauche que du côté droit. Donc, la proprioception est plus importante du côté gauche que du côté droit. Donc, ça veut dire que la capacité à mastiquer de notre patient est plus importante du côté gauche que du côté droit. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si ma mandibule part à droite, il faut que j'ai une langue ou une lèvre ou une joue qui vient s'intercaler entre les arcades, générant à ce moment-là une création d'une courbe de Spey, accentuant la supraclusion, et à ce moment-là, le schéma dysfonctionnel s'accentue avec une récidive ou une accentuation de la pathologie oculaire. Donc ça, on l'a vu dans le sens frontal, mais on le voit également, enfin plus ou moins, on peut voir les deux, hein, dans le sens vertical et dans le sens antéro-postérieur. Et on peut le voir là, par exemple, dans les pathologies classe 3, où on va avoir des contacts postérieurs sur les molaires balançantes, qui vont en fait engendrer un progressement de la mandibule. Cette progressement de la mandibule va engendrer une perte de proprioception antérieure. Cette perte de proprioception antérieure va générer une interposition muqueuse. Et là, potentiellement, la langue. Et cette langue, en fait, est pathologique, mais elle est pathologique à une orientation pathologique du plan d'occlusion. C'est-à-dire que ce n'est pas une langue qui est dysfonctionnelle en soi d'une manière primaire, comme je le nomme, mais c'est une langue, c'est une dysfonction linguale secondaire à une pathologie du plan d'occlusion.
Et donc, cette pathologie, c'est une perte de vigueur de la mastication, c'est une perte de proprioception, et donc on a une déficience de la croissance des maxillaires dans le temps de croissance, et on a des mouvements dentaires et aussi des remolages conidiens en post-croissance. Et c'est ce qui est déterminé par cette langue dominante. C'est-à-dire que si j'ai une perte de proprioception dans la fonction, cette perte de proprioception dans la fonction va engendrer dans de manière antérieure une langue qui va s'intercaler entre les arcades. Cette langue va dominer en fait le groupe massétérin et donc va dominer en fait l'activité massétérine. Et c'est pour ça qu'on a une langue dysfonctionnelle qui, elle, est pathologique. Parce qu'on peut avoir des langues dysfonctionnelles, on peut avoir une déglutition atypique, mais qui ne génère pas forcément de problème occlusal. Parce qu'à ce moment-là, cette langue sera supplantée par l'activité des éleveurs de la mononie. À partir de ces principes d'occluso, de dynamique, d'équilibre musculaire, de proprioception, on a essayé de travailler donc, avec le groupe dont je parlais tout à l'heure, le CEPROF, le Cercle d'études pluridisciplinaires sur la réhabilitation orofaciale, qui est basé à Strasbourg, en Alsace. On a essayé de comprendre un petit peu ce phénomène d'interrelation de tous ces éléments et on a essayé de voir un petit peu comment on pouvait adresser nos patients. Et donc, on a réparti par deux biais, en fait, soit l'équilibre musculaire et articulaire, et soit l'équilibre occlusal. Et ensuite, on a vu que notre porte d'entrée était de la kiné, et en fonction des bascules du plan d'occlusion, si la bascule du plan d'occlusion était importante, à ce moment-là, c'était à l'orthodontiste qui doit travailler dans le supramillimétrique avant de travailler en occluso. Et si le plan d'occlusion était peu pathologique, à ce moment-là, on regardait l'équilibre musculaire, on rentrait par cette phase de reprogrammation neuromusculaire pour ensuite travailler sur l'occlusion. Si on est en inframillimétrique, à ce moment-là, l'occlusodontiste qui travaille de manière plus précise que nous va travailler et peut-être qu'il aura besoin de nous dans une seconde. Donc, on a réparti l'équilibre neuromusculaire dans un premier temps et l'équilibre du plan d'occlusion dans un second temps. Et cette interrelation, on travaille tous ensemble et on a établi un score d'adressage. À partir de ce schéma-là, je vais vous montrer trois cas cliniques. Et ce premier cas clinique nous montre une patiente adulte qui vient au cabinet car elle présente des tensions au niveau des temporaux et des céphalées marquées. Euh, Vous allez voir qu'après son occlusion, on va voir un petit peu sa posture, vous voyez, sa posture asymétrique, qu'elle soit en sourire, qu'elle soit de face et au repos. On voit également une asymétrie de la mandibule avec une déviation légère du point qui à sa bascule. Mais par contre, l'idée, c'est de savoir comment je la traite, cette patiente, parce qu'elle n'a pas de gêne majeur au niveau de l'occlusion. On voit une asymétrie au niveau des ATM, et c'est de se dire, est-ce que en voyant mon occlusion statique, où je me dis effectivement, un- j'ai une classe 2 full d'un côté, mais en fait, la patiente, elle ne vient pas parce qu'elle a un encombrement antérieur. Ce n'est pas son souhait. Donc, je n'ai aucun désir d'aligner les dents de la patiente. Et je n'ai qu'une question de douleur posturale qui est plutôt des céphalées, qui sont plutôt des céphalées le matin. Donc, comment on établit le plan de traitement. Donc, si on regarde en électromyographie de surface, on va voir un petit peu le côté test occlusal statique. Et là, sur le test occlusal statique, on va voir qu'on a un décalage des deux points dont je vous parlais, plutôt du côté droit. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, la classe 1 étant à droite, le maximum de proprioception étant à droite, les deux points sont plutôt décalés sur le côté droit. On a un barycentre antérieur qui vient nous montrer qu'il y a une légère supraclusion, donc un verrouillage occlusal et vertical de la mastication. Et donc, ça, on va le retrouver dans la dynamique, mais on le suspecte dans la statique. On va voir également que dans la statique, on a cette asymétrie du temporal droit. Et je vous disais tout à l'heure que la bibliographie montrait qu'effectivement, les patients ayant un trouble de DTM avaient un masséter un temporal qui supplantait l'autre, une asymétrie du temporal. Donc, c'est ce qu'on retrouve à ce niveau. Donc, par contre, dans la dynamique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que les AFMP sont légèrement asymétriques, donc légèrement plus petits à gauche qu'à droite,
mais pas de manière notable. C'est-à-dire qu'on a 1 mm effectivement de décalage, mais ce n'est pas une bascule frontale majeure du plan d'occlusion. Et ça se retrouve dans l'EMG. Ça se retrouve dans l'EMG de dynamique de la patiente, où on voit quasiment une symétrie en fait, des muscles masséters droit et gauche, des muscles temporaux droit et gauche, avec une légère prédominance du temporal droit, comme on retrouve dans la statique. Mais on ne voit pas du tout de coactivation pathologique du côté travaillant, que ce soit du côté de la mastication droite ou de la mastication gauche. Donc, en fait, si vous voulez, dans la dynamique, ce n'est pas pathologique, c'est-à-dire que la classe 2 subdivision, la classe 2 asymétrique, n'est pas due potentiellement à un problème de bascule du plan d'occlusion masticatoire pendant la croissance, mais ça peut être dû par exemple à autre chose, à une ensemble de coécocieux ou une mésioposition. Et donc, ça va être un diagnostic différentiel d'utiliser l'EMG, donc ça permet d'avoir une finesse importante au niveau de notre prise en charge de nos patients. Donc, l'idée, c'est que moi, je ne travaille pas en orthodontie sur ce cas-là. Je l'adresse à de la kiné et éventuellement à de la liane. Ça, c'est intéressant. Et on va travailler avec l'occlusiodontiste sur cette patient. Autre patient, patient adulte qui, lui, est kiné de métier et qui ne présente pas d'asymétrie majeure du visage. On a une symétrisation, une symétrie de l'occlusion statique avec une persistance de la 75. Donc, on se dirait, bah, alors, ce patient-là qui présente également un DTM et qui se pose pas mal de questions, en plus avec son métier, au niveau statique, on lui a dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc, on regarde au niveau de la panneau, on voit une asymétrie notable entre la droite et la gauche au niveau de DTM. Au niveau occlusal, on retrouve ce qu'on a vu sur les photos, donc classe 1 à droite et à gauche. Nos deux points sont centrés dans les carrés verts et on n'a pas forcément de barycentre antérieur ou postérieur. On n'a pas d'asymétrie de ces deux points. On n'a pas de torsion. Donc, tous les points sont au bleu. Et on a une symétrie et un appui de 91%. En niveau statique, c'est très bien. Par contre, dans la dynamique, là, ça change tout. Si on regarde la dynamique et l'équilibre dynamique du patient, là, on a un équilibre qui va complètement changer. La proprioception est beaucoup plus marquée à gauche qu'à droite. On a une perte de proprioception importante du côté droit lors de la mastication. Cette perte de proprioception engendre une coactivation du côté gauche lors de la mastication du côté droit. Et donc là, on suspecte, en fait, comme à la différence de tout à l'heure, où la patiente avait une asymétrie mais que cette asymétrie statique n'était pas pathologique dans la fonction. Là, ce patient, lui, est stable et symétrique dans la statique, mais par contre, est dysfonctionnel dans le mouvement. Et donc là, on va comprendre qu'en fait, c'est le plan d'occlusion qu'il va falloir corriger, là, dans ce cas-là, en orthodontie, pour après, éventuellement, faire de l'occluso de manière fine. Donc, vous voyez que c'est grâce à l'EMG qu'on va comprendre un petit peu quelle orientation on va donner à notre patient pour son plan de traitement. Je vous montre très succinctement ce traitement où on va parler d'enfant, parce qu'on va aussi parler de diagnostic chez l'enfant et on va comprendre un peu la finesse de l'EMG dans l'étude de nos petits bouts de cabinet. Parce que toutes ces pathologies où on se dit, tiens, est-ce que c'est une classe 3? Est-ce que c'est une classe 3 limite? Est-ce que je fais que du sens transversal? Est-ce que je mets un travail sur la langue? Est-ce que je fais un indicateur fonctionnel? Et bien là, le MG va pouvoir nous donner aussi pas mal d'outils. Donc, si on regarde cette petite patiente qui a un inversé avec une endomatie du côté droit, une béance antérieure, on a une large panoramique qui n'a pas encore une symétrie majeure, elle a bougé un petit peu. On va voir que les éléments radiologiques montrent qu'on a un AOBO négatif, donc on peut suspecter qu'il y a une compensation d'entouro-alvéolaire et un rétrécissement du maxillaire là dans les 300 de l'espace. Et ben, l'EMG va nous donner ceci. Alors ça, c'est les anciens graphes de titane. Maintenant, ça a évolué, mais c'est un cas qui remonte un petit peu. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'évolution. Et donc là, à la différence de la supracclusion où on avait dans la statique ces deux points qui étaient plutôt en antérieur avec un verrouillage et une supracclusion dynamique, là, dans les classes 3 et dans les béances, on va avoir ces deux points qui vont se déporter plutôt en postérieur.
Donc, deux points déportés en postérieur, ce barycentre est postérieur, et là, décalé un tout petit peu du côté en statique. En dynamique, c'est le bazar. J'ai plus aucun contact. Regardez, j'ai quasiment pas de proprioception quand elle mastique quand elle mastique du côté gauche. J'ai donc une langue dysfonctionnelle majeure qui va être secondaire au plan, à l'orientation pathologique du plan d'occlusion. Et donc, on le retrouve dans le MG, on va avoir des coactivations majeures du côté non travaillant. Et donc, on a même des coactivations du côté non travaillant qui supplantent le côté travaillant. Donc, vous voyez que fonctionnellement, rien ne va dans cette électron. Donc, on va comprendre qu'en fait, que tout va être lié, hein, que ce soit les photos statiques, les photos dynamiques, la radio de profil avec la OBO négative qui nous montre en fait qu'il y a un gros décalage, il y a un gros décalage squelettique, et donc on va rajouter cette EMG pathologique. Réorientant le plan d'occlusion, donc là, on utilise une gouttière de disjonction du docteur Raymond qui va permettre une rotation du maxillaire et donc une rotation intramatricielle du maxillaire pour paralléliser le plan d'occlusion et le plan de Camper, de telle sorte à éviter d'avoir ces contacts postérieurs balançants qui, effectivement, génèrent, comme je vous l'ai montré dans, le schéma, dans la vidéo tout à l'heure, des non-proprioceptions antérieures. Donc, redonnons la force. Donc, 2023, cette EMG se modifie tout doucement. On a un impact droit-gauche dans la fonction qui est quasiment symétrique. Vous voyez que les coactivations du côté non travaillant commencent à se réduire, que la symétrisation des côtés travaillants, que ce soit massétérin et temporaux, commence tout doucement à symétriser. Il faut comprendre qu'en fait, que l'équilibre musculaire, l'équilibre neuromusculaire est beaucoup plus lent que notre équilibre, que notre occlusion dentaire. Nous, orthodontistes neuromusculaires, on réhabilite le plan d'occlusion et on réhabilite les dents de manière très rapide, en 6 à 8 mois grand maximum, de temps en temps plus rapidement chez les enfants de 4 à 6 mois. Et il va falloir prendre le temps de comprendre que notre occlusion dentaire est beaucoup plus facile à obtenir, beaucoup plus rapide en stabilisation que l'équilibre neuromusculaire. Donc, il faudra prendre en fait le temps de comprendre que cette maturité neuromusculaire est complètement inhérente à la stabilité de notre occlusion. Donc, regardons en 2023 toujours ce test statique. Donc, vous voyez que les deux points se sont symétrisés. Donc, on a rétabli une occlusion statique fonctionnelle et correcte. On se retrouve comme ceci en 2025. L'occlusion se met en place. On travaillera aussi sur la symétrisation des AFMP dans un second temps quand les canines et les prémolaires font la révolution. 2025, on se retrouve comme ceci en statique. Alors, on a les deux points qui sont centrés, d'accord? On retrouve une classe 1 statique, donc ça nous montre en fait la stabilité de notre occlusion entre 2023 et 2025. Donc, on a 2 ans de recul par rapport à ça, et le traitement avait été fait en 2021. C'est-à-dire qu'en 4 ans après, une classe 3 majeure, avec hyperdivergence AOBO à moins 5,5, on retrouve 4 ans après une stabilité occlusale statique et une stabilité électromyographique statique. Dans la dynamique, les mouvements, les côtés travaillants droit et gauche lors de la mastication droit et gauche commencent aussi à se symétriser. Et on a toujours en fait cette coactivation du côté gauche lors de la mastication à droite qu'il faudra traiter. Et vous voyez bien que sur la photo ici, cette petite paire de proprioception qui ouvre en fait la FMP génère une coactivation que vous retrouvez sur ce schéma-là. Et cette coactivation musculaire est secondaire à l'orientation du plan d'occlusion dans le sens frontal. Et donc, cette asymétrie entre le côté gauche et le côté droit de la mastication. Et on comprendra bien qu'en fait, c'est ce côté-là qui est prépondérant dans la mastication parce que la proprioception est plus importante. Vous voyez qu'on passe d'un schéma électromyographique complètement dysfonctionnel avec une croissance complètement pathologique à quelque chose 4 ans après de quasiment normalisé en termes des côtés travaillants. On a encore à travailler ici au niveau de l'adolescence quand les canines et les prémolaires vont arriver
pour, pour enlever cette coactivation qui est pathologique hein, du côté de notre cerveau. J'espère que j'ai répondu à une partie de l'introduction et je vous ai montré tout l'intérêt d'utiliser l'EMG dans la finesse du diagnostic, que ce soit chez les adultes et chez les enfants, et que cette finesse de diagnostic nous amène à affiner également notre thérapeutique pour être le plus efficient et comprendre que cet équilibre neuromusculaire est important de prime abord pour comprendre l'occlusion pathologique, mais qu'elle est surtout importante à comprendre que il faut attendre que l'équilibre se fasse pour être sûr que notre occlusion fonctionnelle soit stable à très longtemps. Je vous remercie de votre attention et je remercie encore Magali Mouillet de l'invitation. Merci à vous, c'était très très intéressant. On va juste prendre 2 petites minutes pour répondre aux éventuelles questions que vous pouvez annoter dans la rubrique Q&R en bas de votre écran. Vous avez été nombreux à participer à ce webinaire, donc on vous remercie. Je reviendrai vers vous dans les prochains jours pour savoir si ce type de format un petit peu plus court, puisque c'est la première fois qu'on teste ce type de format de 30 minutes, si ça vous plaît, si c'est un type de format voilà qui correspond plus à vos emplois du temps, parce qu'on sait qu'en fin de journée, parfois, 1 heure de webinaire, ça peut être un petit peu dense. Donc dites-nous, faites-nous votre retour. Vous aviez mes coordonnées juste avant. Si vous voulez me contacter pour une démo en détail du Titan, donc on se connecte en visio et je vous montre en détail comment se passe le test. Pour les personnes qui sont déjà équipées, vous le savez, j'essaie d'organiser un webinaire par mois environ, avec des thèmes et des sujets différents. Donc, j'aurai très certainement plaisir d'organiser d'autres webinaires avec le docteur de Papé. Euh, il y aura aussi d'autres sujets, plutôt titane en omnipratique, titane en prothèse, etc. L'objectif, c'est qu'il puisse y en avoir pour tout le monde. On a une question. Le titane est-il utilisé chez vous automatiquement au moment du diagnostic? Alors, je l'utilise, non, pas sur tous les patients, je l'utilise sur bon nombre de mes patients, mais pas sur tous les patients. Je l'utilise quand je dois, alors sur des patients, sur tous les patients qui présentent un trouble de l'ATM, ça tous, à 100%. J'utilise euh, quand j'ai une grosse bascule du plan d'occlusion et que je veux être sûr que avant après mon traitement, cet équilibre neuromusculaire va me permettre une stabilité de l'occlusion. Euh, après, voilà, je pourrais le mettre sur encore plus de patients, ça, c'est sûr et certain. Euh, je suis plutôt en train de travailler plutôt sur la finesse du diagnostic. C'est pour ça que j'utilise là les deux nouveaux capteurs que j'ai un peu chantés, que je mets plus sur les sternocleidomastoïdes bien. Je les mets encore, mais je les mets aussi sur les digastriques. Parce qu'il y a 20 ans, je travaillais avec sur les digastriques, là, ça m'apporte beaucoup. Donc, je le mets sur tous les patients en DTM, beaucoup de patients adultes, on va dire 70% des patients adultes, et chez les enfants qui présentent des grosses bascules de communication avec des troubles des troubles de la posture. Après, vous avez beaucoup de compliments, donc bravo Romain, tu expliques trop bien. Un message de Ma André. Voilà, on salue le docteur Philippe Gérante aussi qui est utilisateur de Titane depuis longtemps et qui vous félicite pour votre webinaire. Si vous avez d'autres questions après le webinaire, n'hésitez pas à m'écrire par SMS. Je serai ravie de vous répondre. Prochain webinaire le mois prochain, donc restez connectés. Vous pouvez nous suivre sur l'Instagram, LinkedIn ou Facebook Vision Équipement Technologie, de manière à être informé des prochains webinaires, des prochains événements, des prochains congrès aussi pour nous voir peut-être en direct. Également, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS, un petit mail pour fixer avec moi une démo dans laquelle je vous explique vraiment tout le protocole. Merci.
On vous répond plus tard. On vous répond plus tard. On va libérer tout le monde. Je note votre question. Il y a une dernière question. Je la note et je vous réponds dans les prochains jours. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je remercie Très encore bonne le soirée. docteur De Papé d'avoir répondu présent à cette invitation et au plaisir de vous revoir tous connectés prochainement. À Bonne soirée à bientôt. Au tous. revoir à Au revoir. tous.